Voilà, je suis Philippe Drèze et j'ai été le premier coordinateur de l'équipe de ce qui est devenu InforJeune maintenant, mais qui était l'informerie à l'époque. Alors, qu'est-ce qui nous a poussé à créer un centre d'information jeunesse Saoui? Je pense qu'il faut se rappeler le contexte dans lequel on vivait à l'époque. Donc, je vais vous parler certainement presque de la préhistoire, de l'Antiquité, pour certains qui n'imaginent pas dans quel cadre on vivait. Donc, je vais rappeler quelques éléments de contexte. La ville de Huy a été fusionnée avec Bénin et Tihange en 1977, donc on était dans la première mandature communale. Et on organisait les services des villes fusionnées, et cette ville était effectivement déjà un centre scolaire. Et donc on a voulu créer on a créé une maison des jeunes, parce qu'il fallait prendre les jeunes. Ça n'existait pas non plus, donc on l'a créé début 80. Et la Maison des Jeunes a eu l'idée de lancer une enquête auprès des jeunes de Huy, Bénin et Tihange et des jeunes qui venaient à l'école en se disant « Avoir 20 ans en 80, c'est quoi ? Et de quoi a-t-on besoin ?» Et donc cette enquête a révélé un certain nombre d'attentes, dont un centre d'information. Et donc c'est ça qui a permis de créer d'abord l'informerie. Rappelez aussi qu'à ce moment-là, et ça on ne s'imagine pas maintenant, mais la Grande Percée n'existait pas, c'était toujours un centre urbain. Nous n'avions que la première centrale nucléaire, donc la deuxième et la troisième n'étaient pas encore créées. Le centre Juteling n'existait toujours pas, Doradores non plus. L'Athénée était toujours au quadrilatère, le palais de justice était où est l'hôtel de police. Et nous n'avions pas non plus pour travailler, les jeunes n'avaient pas à leur disposition tous les outils dont ils disposent maintenant, c'est-à-dire il n'y avait pas d'internet, on n'avait pas de CD, on écoutait la musique soit sur des vinyles, soit sur des cassettes qu'on devait remonter au crayon. On n'avait évidemment pas de GSM, on n'avait pas de GPS, il n'y avait pas de MP3, pas de MP4 bien entendu, et on payait avec des chèques et avec de l'argent liquide. Donc voilà, c'était un petit peu ça l'idée. Rappelez aussi que nous n'avions toujours pas à l'époque de Parlement de Wallonie, c'est arrivé en 95 ça. Et donc voilà le contexte dans lequel on se trouvait à l'époque. On garait encore, pour ceux qui, peut-être vous avez vu des photos, on pouvait encore stationner sur la Grande Place et sur la Place Verte. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on se trouvait. Et donc il n'y avait en fait rien qui était organisé pour les jeunes à l'époque. Mais on s'était dit, il faut qu'il y ait un centre d'information. Et donc, on a été des pionniers, je dirais, dans cette idée, parce qu'il existait une quinzaine de centres, mais dans les plus grandes villes de Wallonie. Voilà. Et rappelez aussi que, quand je vous parlais de préhistoire de l'Antiquité, c'est aussi un clin d'œil, puisque l'échevine de la jeunesse de l'époque, c'était Anne-Marie Lisin, n'était pas encore bourgmestre. Alors, je dirais qu'en comparant un peu, et c'est assez amusant parce qu'il y a eu effectivement une évolution en 40 ans, mais en comparant les attentes et les préoccupations des jeunes de 2025 et de 84, c'est à peu près les mêmes. À peu près les mêmes, ça veut dire, ce sont des préoccupations d'emploi, ce sont des préoccupations d'avenir personnel, familial, des préoccupations aussi de sexualité, ce sont les questions que tout être humain se pose quand il a envie de devenir autonome, c'est essayer de trouver un sens à sa vie, d'essayer de trouver une stabilité sociale et d'essayer de se projeter. Alors le contexte était lequel à ce moment-là? On était, et c'est là que je dis c'est un peu comparable, dans une crise économique avec la désindustrialisation, et c'était la métallurgie à l'époque. Et donc on avait du chômage entre 13 et 20%. Donc c'était quand même relativement important. On avait un gouvernement de droite, le gouvernement Martens-Gol, qui nous imposait l'austérité, qui avait gelé les salaires, qui avait fait des réductions dans les dépenses sociales, tiens donc, comme quoi les choses recommencent. Et on parlait d'une Belgique à deux vitesses, une fracture entre la Flandre et la Wallonie, et les Wallons se sentaient, et je pense que c'était objectif, défavorisés dans l'organisation de l'État fédéral. Donc voilà les choses qui étaient là. Nous avions aussi à l'époque le service militaire qui était toujours obligatoire pour les garçons, ou l'objection de conscience, mais enfin il y avait toujours cette obligation de service
qui est resté encore une dizaine d'années. La majorité civile était à 21 ans. Donc je pense que c'est important de le rappeler. Rappeler aussi que l'homosexualité était toujours pour une dizaine d'années en plus considérée comme une maladie mentale. Donc pour un certain nombre de jeunes, ça pouvait poser question. Et donc voilà, il y avait tout cela et on avait certaines forces émergentes qui arrivaient, qui n'existaient pas encore, comme le PTB, Écolo, tout ça a démarré à l'époque. Ce n'était pas encore des centres d'intérêt alternatifs pour les jeunes comme ils peuvent avoir maintenant. Rappeler peut-être aussi qu'on était dans une époque de terrorisme et c'était les cellules communistes combattantes, c'était les tueries du Brabant wallon. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on était. Et donc ce que les jeunes nous demandaient surtout, c'était des lieux d'information, des lieux d'explication pour pouvoir comprendre un petit peu tout ce qui se passait et avoir des réponses à leurs questions. Les outils que nous utilisions, les méthodes que nous utilisions, je vous l'ai dit, on n'avait pas d'Internet, donc il n'y avait pas de Google, il n'y avait pas de moteur de recherche. On avait les livres, on avait les brochures, on avait tout l'univers, on avait l'encyclopédie universelle, on avait la bibliothèque publique qui existait avec un certain nombre d'ouvrages de référence, et on avait il y a un certain nombre de services qui produisaient des brochures. C'était à l'époque, on travaillait encore avec beaucoup de papier, donc des brochures, des dossiers, des affiches. Donc c'est de cette manière-là qu'on a été collecter tout ce qui existait un petit peu partout. Je dirais, on organisait aussi des animations scolaires. Nous avions à l'époque une radio libre qui s'appelait Radio Bassigna, qui était aussi un moyen de diffuser les choses. Donc on allait dans les écoles et on faisait des campagnes d'information aussi par affiches et par brochures. Et on essayait de rassembler tous les documents qui existaient pour les mettre à disposition des jeunes qui le souhaitaient. Alors, les premiers services ou les premières actions qu'on a proposées aux jeunes, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord un service d'information générale sur tout ce qui pouvait les concerner, sur l'accès à l'emploi, sur les possibilités de loisirs aussi pour les jeunes. Nous avions créé, aussi parce que ça existait dans les grands centres, mais pas oui, un service droit des jeunes, donc pour qu'ils connaissent leurs droits en matière sociale, leurs droits en matière d'emploi, leurs droits en matière de logement, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de questions à ce niveau-là. Et puis on a créé aussi un service de consommation qui s'intéressait à la consommation des jeunes, pas uniquement la consommation alimentaire, celle-là aussi, mais toute la consommation sur les assuétudes. Il n'y avait encore rien qui existait à l'époque. C'est vrai qu'à ce moment-là, l'alcool faisait partie des habitudes sociales, donc ce n'était pas condamné, ça faisait partie de la vie normale, le tabac de la même manière. On n'avait pas non plus de l'attention attirée sur tout ce qui est devenu après les MST, les IST, puisqu'on ne parlait pas encore vraiment tout à fait du sida à l'époque et de toutes ces maladies, et donc le sortie couvert n'existait pas non plus. Donc voilà, il y avait tout ça. Et le service éducation pour la santé n'existait pas encore à l'époque, il a été créé un petit peu plus tard. Alors les débuts, je dirais, ce sont des bons moments, c'est une ambiance vraiment d'équipe qui devait tout construire. On nous avait donné des murs à rue de l'Hôpital, il y avait deux maisons qu'on partageait avec la Maison de la Nature qui s'est créée à peu près à la même époque. Et on n'avait rien. Donc on a dû imaginer, on a dû chiner pour avoir nos bureaux. Donc trouver des planches, trouver des tables, trouver des étagères. Donc on a tout construit, on n'avait pas de budget, mais on avait de la bonne volonté. C'était une équipe on était 6 personnes de moins de 30 ans. On ne parlait pas encore de parité à l'époque, mais on était 3 garçons, 3 filles. Et voilà, on s'est réparti le travail et les choses se sont mises naturellement en place. Chacun a trouvé son positionnement correct dans l'équipe. Alors là, effectivement, il y en a quelques-unes. Je dirais la première, ce sont des valeurs que nous avons pu expérimenter, revendiquer comme jeunes, et donc je pense que ce sont des valeurs, vous allez voir, qui, à mon avis, sont intemporelles. La première, c'est de ne pas gober naïvement et globalement tout ce que les adultes nous racontent, et je dirais en plus maintenant tout ce que les réseaux sociaux nous essayent de nous faire croire, c'est de la manipulation, et donc ça part peut-être d'un sentiment, en tout cas pour les adultes, de protection, mais ce n'est pas une reconnaissance des jeunes comme des adultes capables de choisir eux-mêmes, quand on leur explique les choses, de choisir avec intelligence
ce qui leur convient. Alors, je pense qu'il faut aussi ne pas s'arrêter aux apparences, parce qu'on a tous dans la société, on a tous un masque, un positionnement, et donc je pense qu'il ne faut pas juger comme ça à l'emporte-pièce, qu'il faut essayer d'aller un peu plus loin. Alors, ne pas rejeter non plus le passé de manière globale, je pense qu'il faut surtout le questionner, il faut le contextualiser. Il faut essayer de l'interpréter, d'en tirer les enseignements. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire aussi avec les lieux de mémoire, avec les cérémonies patriotiques. Ce n'est pas parce que c'est la date qu'il faut le faire, quel est le message. Donc, ce qui est important dans la vie, ce n'est pas qui le fait, quand on le fait, ni comment, c'est pourquoi est-ce qu'on fait les choses, qu'est-ce que ça a comme sens, qu'est-ce que ça a comme utilité. Et donc, ça, je pense que c'est ce qu'on doit chercher. Regarder aussi, écouter, prendre le temps d'écouter les autres, de les regarder avec bienveillance et avoir le respect mutuel qui doit aller au-delà de toutes les différences apparences qui peuvent être des sources de discrimination ou de rejet. Et alors se dire bien sûr que l'engagement humain, c'est un engagement individuel. Et c'est n'importe qui peut l'avoir quand il le décide. Donc c'est l'engagement qui se fait, mais c'est surtout quand on veut s'engager quelque part parce qu'on a envie de faire changer les choses. Donc il faut voir qu'est-ce que j'ai envie de faire changer et quels moyens je me donne pour le faire changer. Et donc ça, je pense que c'est aussi au niveau des jeunes, quelle est la société dans laquelle je veux vivre, quel est le monde dans lequel je veux vivre dans quelques années, quand je serai adulte, quand je serai parent. Mais je dirais c'est à partir de maintenant qu'on commence à le construire parce que le temps que les choses se mettent le temps qu'on convainc les gens, qu'on trouve les moyens et qu'on les mette en place, on est presque dans le troisième âge. Il faut quand même se dire les choses. Et donc surtout, une question, parce que on voit tous les changements que nous avons eus. On est passé de la machine à écrire mécanique maintenant au SMS. Donc il y a toutes ces techniques qui ont changé. On a l'intelligence artificielle maintenant. Donc c'est l'adaptabilité. Et donc tous les outils qu'on a maintenant, on n'imaginait même pas qu'ils pourraient exister. Or, ils existent en moins de 40 ans. Les choses évoluant de telle manière, on ne sait pas comment dans plusieurs années les choses vont évoluer, donc on ne sait pas comment la vivre. Mais il faut pouvoir s'adapter pour pouvoir rester autonome et ne pas être manipulé. Et alors surtout, et ça c'est une invitation de Stéphane Hessel il y a quelques années, ne jamais oublier de s'indigner quand il faut s'indigner, de résister quand il faut résister et aussi de questionner toujours, d'oser poser les questions sans agressivité, mais en essayant de demander l'ensemble des éléments pour pouvoir choisir soi-même ce qu'on a envie de décider et surtout se souvenir quand on a une attitude par rapport aux autres qu'il ne faut pas leur faire ce qu'on n'aurait pas envie de subir soi-même à un autre moment. Et donc je pense que c'est ça aussi qui aide les relations humaines et la cohésion sociale. Alors, l'information jeunesse dans la société, pour moi, c'est un outil essentiel. Parce que c'est ce qui permet aux jeunes de faire leurs propres choix en parfaite connaissance de cause. Quand on n'a pas tous les éléments, mais on peut faire un choix qui est un choix malheureux, qui est un choix inadapté et qui peut créer un certain nombre de frustrations ou de difficultés par la suite. Je pense que quand on a tous les éléments pour pouvoir orienter sa décision, mais on est plus à même d'abord de choisir ce qui nous convient à titre personnel en s'écoutant et en étant sincère avec soi-même, parce qu'il faut après en assumer les conséquences individuelles et les conséquences collectives. Or, ceux qui vont vous donner des conseils en vous disant « fais-le comme ça » ou « fais-le comme ça », si ça foire, ce n'est pas eux qui le payent, c'est vous. Et donc je pense qu'il y a cette exigence-là, et donc c'est vraiment cette information-là qu'on a voulu donner, on a voulu mettre à disposition des jeunes. Je pense que les besoins des jeunes ont sans doute évolué au fil des années parce que la société a changé, parce que les modes de vie ont changé, un certain nombre d'exigences sociétales ou sociales ont changé. Mais globalement, ce sont les mêmes besoins, des besoins de paix intérieure, des besoins de sécurité pour se déplacer, des besoins aussi un certain nombre de repères pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc je pense que tout ça reste
intemporel et reste constant. Et alors c'est surtout résister à l'absurdité de la vie, à toutes les formes de manipulation extérieures qui peuvent arriver, toutes les pressions qu'on peut faire pour essayer de vous faire changer d'avis alors que au fond de vous-même, vous pensez que vous avez la bonne voie et que vous avez le bon positionnement. Il y a eu effectivement un certain nombre de partenaires locaux, puisqu'on avait, donc, moi je vous ai parlé de l'équipe, mais on avait, c'était une ASBL, donc il y avait au niveau de l'ASBL qui a été créé un certain nombre de représentants de centres culturels de maisons de jeunes, des acteurs socioculturels de la région, donc c'était aussi bien Marchand, Amé, Wans, qui étaient là. On avait le tribunal de la jeunesse et le jeune barreau, qui participait avec nous. Radio Bassigna, bien entendu, puisque là, on organisait les émissions hebdomadaires. Bien entendu, les écoles, le planning familial était là pour nous aider, les CPAS, les différents services sociaux. On avait l'ONEM, puisqu'on avait les liens avec l'emploi des jeunes notamment. Et puis, il y avait ce qui avait été créé aussi à peu près à la même époque, la Maison de l'Europe, et la Fédération des commerçants qui jouait aussi un rôle de soutien pour nous aider, puisqu'il fallait quand même avoir un certain nombre de financements pour quelques activités. Alors, je dirais ce qui me rend le plus fier en tout cas, c'est d'abord de voir que ça existe toujours. Donc je me dis quelque part, on n'a pas été totalement inutile, puisque ça continue à répondre à un besoin, et ça s'est manifestement adapté, ça a évolué. On est ici dans des locaux qui n'étaient pas ceux que nous avions à l'époque, mais qui sont toujours, et ça c'est important, accessibles relativement facilement. C'est un endroit où les jeunes peuvent venir, je suppose que c'est toujours la même chose, poser des questions sans être jugés, en relative discrétion sur les choses, et c'est une mise à disposition d'outils qui leur permet d'avoir un regard un peu plus lucide sur la société actuelle et sur les choix qu'ils ont à se faire en tant qu'être humain. Oui, mais le message aux jeunes, je l'ai dit, j'ai dit toutes les valeurs, donc je ne vais pas revenir dessus. Je dirais par rapport à l'équipe, je pense qu'une des choses, c'est aider les jeunes à retrouver le sens du présentiel, parce qu'on est beaucoup sur les GSM, et même parfois quand on est ensemble, ensemble physiquement dans une même pièce, on est chacun sur son GSM à s'envoyer des SMS ou à envoyer des photos de trucs aux autres, mais il y a un certain nombre de gens qui sont là, c'est bien qu'on parle ensemble. C'est essayer aussi de prendre, ou de les aider à prendre une place dans le débat de société ou dans le débat local. Et je me dis, ce qui a permis de créer InfoJeunes, et l'informerie avant, mais c'est quand même l'enquête que nous avions faite avec avoir 18 ans en 1980, avoir 20 ans en 1980. On a fait un peu plus tard, dans les années 90, au niveau de la ville, oui, 2015, Parolo Utois, et on a demandé aux gens de se projeter dans l'avenir. Et donc je me dis que ce qu'on pourrait peut-être imaginer, c'est parce que je ne sais pas si c'est vraiment fait ou si les gens sont à l'écoute, c'est demander aux jeunes de maintenant qu'est-ce que c'est pour eux avoir 15 ou 20 ans en 2025. Ah oui, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'on peut ajouter. Je pense que voilà, ça peut aider. C'est ce qui a permis aussi de créer notamment le Kiwi. À une époque, ça fait partie aussi des demandes des jeunes. Et puis, donc, cette étude prospective pour dire comment est-ce que, quand on est jeune maintenant, mais ça peut être des gens de 10-15 ans, puisque nous, on l'avait fait aussi avec des élèves de l'école primaire, c'est comment est-ce qu'ils se projettent, comment est-ce qu'ils rêvent leur ville en 2050, si tant est que leurs conditions de vie et d'emploi fait qu'ils y habitent toujours. Donc, comment est-ce qu'on peut aménager les choses, comment est-ce qu'on peut se projeter. Je pense que c'est vraiment ça qui peut être utile. J'ai deux anecdotes, enfin une anecdote et un clin d'œil. L'anecdote, c'est par rapport aux émissions hebdomadaires. Donc, on avait un temps d'antenne toutes les semaines à Radio Bassigna. Et donc, c'est l'équipe qui choisissait le thème, et donc on se réunissait tantôt dans les locaux, tantôt chez l'un ou chez l'autre, parce qu'il y avait une convivialité au niveau de l'équipe. Et on essayait de trouver le thème, de trouver les musiques qu'on devait enregistrer sur des cassettes, de savoir quels étaient les textes qu'on avait utilisés. Et cette série d'émissions, on l'a appelée Les aventures d'adolescence. Et donc ça passait. Je ne sais pas si les cassettes existent toujours, s'il y a des archives de Radio Bassigna quelque part.
Mais voilà, ça a été des bons moments en tout cas de préparer ça. Puis alors un clin d'œil aussi que j'ai en repensant un petit peu à l'évolution d'Inforjeune et de la jeunesse, c'est que je me dis finalement, quand on regarde bien, à une ou deux exceptions près, mais pas beaucoup, tous les échevins qui ont eu la jeunesse dans leurs attributions sont devenus bourgmestres de Huy quelques années plus tard. Donc